Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wiesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi, à ma gauche, le rédacteur en chef d'Investir, Denis Lantoine. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Denis. Et à ma droite, comme d'habitude, le président de l'AFAT, l'Association française d'analyse technique, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Alors, quels sont les thèmes d'aujourd'hui dans notre émission? On a un maestro européen, on a un CAC 40 à 5500 points. On a Denis qui nous parle de GAFAM. C'est quoi GAFAM, Denis? On va parler de la réforme fiscale dans les US et du successeur de Janet Yellen et un focus Halloween. Et on va finir avec l'annonce sur le gagnant de notre jeu d'investisseurs en fait de cette semaine. Mais comme d'habitude, on commence avec notre première rubrique, c'est le bilan de la semaine. Alors Denis, qui est le maestro de l'Europe en fait? Vous le savez, hein, non, je ne sais pas, je pose des questions. C'est une personne, on le découvrira à la fin, donc on va attendre encore un tout petit peu. Ouais. C'est effectivement une personne qui a permis au CAC 40 d'avoir une vraie variation hebdomadaire. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, en tout cas à la Bourse de Paris, de plus de 2% pour le CAC 40 et dont 1,5% jeudi. Alors ça c'est un indice, hein, ça s'est passé un jeudi, hein, donc ça devrait être un indice pour vous qui connaissez bien les marchés. En tout cas cette hausse de 1,5%, ce n'est pas arrivé depuis le 12 juillet. Ce qui porte maintenant la progression de l'indice CAC 40 à 13% depuis le début de l'année, c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est un petit peu plus que la progression de 11% des bénéfices par action des entreprises du CAC qui est estimée pour 2017. Donc ça y est, on a un peu franchi, on fait un peu mieux en tout cas que les estimations de bénéfices en tout cas du CAC 40. C'est toujours un repère en tout cas, hein, plus ou moins, mais en tout cas, on a au moins fait ça. Réaction, eh bien évidemment, un jeudi, c'était réaction en fait à une réunion de la BCE, une conférence de presse de Mario Draghi, vous l'avez suivi en direct. Mario Draghi qui a une nouvelle fois su séduire le marché. Le QE est certes réduit dans son montant avec des achats d'actifs qui vont être ramenés à 30 milliards d'euros par mois à partir de janvier, mais ça va être prolongé jusqu'en septembre 2018. Ça a été très bien accueilli par les marchés. Pas de hausse des taux non plus a priori à attendre avant 2019. Tout va bien, la croissance est là, c'est solide. On l'a vu encore ce matin avec un PIB du troisième trimestre qui est un petit peu supérieur aux attentes en zone euro. En tout cas, il a bien eu son petit effet, hein, notre Mario Draghi, suffisamment en tout cas pour emmener le CAC 40 jusqu'aux 5500 points, inscrire un nouveau plus haut de l'année. Merci beaucoup Denis, et on va notamment regarder cette CAC 40 avec Laurent. Oui Falco, alors un CAC 40 qui est dans une tendance qui est haussière, ça vous le savez, puisque chaque semaine sur ce plateau, nous faisons des recommandations à l'achat sur l'indice parisien. Du point de vue technique, on voit que cette moyenne mobile à 20 périodes est venue arbitrer correctement les creux de la semaine dernière. On vous avait préconisé d'être patient et discipliné. Patient parce que quand le marché est en consolidation, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va en sortir. Discipliné parce qu'on avait bien dit de ne jamais vendre le CAC 40 si il n'y avait pas une clôture en dessous de 5343 points. Et cette clôture n'a jamais eu lieu. Donc nous étions toujours positionnés dans le sens de la tendance, à savoir à l'achat. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un mouvement directionnel qui est toujours très bien orienté, qui est fort. Un RSI que vous voyez ici qui est dans une zone de force entre 60 et 80. Autrement dit, sur le CAC 40, Falco, je n'ai pas cette semaine d'éléments qui pourraient nous faire penser qu'il y a un renversement significatif qui pourrait arriver. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des corrections, ça on le sait, mais en tout cas, pour le moment, des acheteurs qui restent maîtres des échanges et par conséquent, nous nous insérons dans ce consensus qui est haussier et nous recommandons donc un turbo call, vous l'avez compris, de code 52 ARB. Merci beaucoup Laurent, donc c'est un Turbo Call 52 ARB, mais avant de vous le présenter, je vous rappelle cette fameuse phrase que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc avant d'investir, allez sur notre site produitsbourse.bnpparibas.fr pour vous former à l'aide de nos vidéos et brochures qu'on a mis à disposition pour vous. Donc voilà, c'était un Turbo Call 52 ARB sur le CAC 40 que Laurent vient de annoncer. Il a actuellement l'effet de levier
janvier de 28,10. Son échéance, c'est du 19 janvier 2018. Son prix d'exercice et aussi sa barrière désactivante à 5320. Et tout ça pour un prix de vente ce matin de 1,78 € pour un CAC 40 à 5496,51. Voilà, donc après cette turbo call, on continue avec Denis et le bilan de la semaine. Donc c'est quoi GAFAM en fait? GAFAM, c'est ce qui a permis en tout cas au marché américain de très bien tenir en fin de semaine. Pourtant c'est assez bizarre ce qui se passe aux États-Unis. Wall Street qui est toujours sur des plus hauts, on le voit régulièrement. Malgré des chiffres qui sont tellement bons que finalement on pourrait commencer à penser que la Fed pourrait accélérer son programme de hausse des taux. On l'a vu encore avec les PIB la semaine dernière, vendredi, qui est ressorti de manière assez étonnante. Bon, étonnante, oui ou non, ils nous ont habitués en tout cas, ces Américains, à être bons, on le sait. Donc un PIB qui était en croissance de 3% au troisième trimestre contre 2,6% attendu. On attend bien entendu les chiffres du chômage pour le mois d'octobre en cette fin de semaine. Alors ça au début c'est un petit peu pesé, c'est en nature en tout cas à peser sur les marchés, mais on a ces extraterrestres de la bourse où effectivement vous le disiez c'est GAFAM, alors ces monstres de la technologie qui sont maintenant rentables, ce qui n'était pas le cas effectivement dans les années 2000, souvenez-vous dans les années 2000 ces technologies qu'elles faisaient peur, on disait voilà il y a une bulle, ça va créer une bulle et après tout va s'écraser, et ben non, eux effectivement ils ont tenu, ils ont grossi, ils ont grandi, ils sont maintenant rentables avec de la croissance et c'est ce qui fait effectivement que ce sont devenus des extraterrestres de la bourse, GAFAM comme Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. On en avait 3 qui ont publié donc leurs résultats. C'était jeudi soir avec la réaction vendredi. Ça a été épatant. Amazon plus 13%, Microsoft plus 6%, Alphabet, maison mère de Google, 4%. Avec leur poids, ça a été suffisant en tout cas pour soutenir en tout cas les marchés. Donc heureusement, les GAFAM sont là. On ne dit pas faites gaffe aux GAFAM. En tout cas pour l'instant, c'est merci les GAFAM. Parfait. Donc, et dans ce contexte, on va regarder le Nasdaq 100 avec Laurent. Oui, on va regarder donc le Nasdaq 100. Il a été sauvé, le Nasdaq 100, par ses bons résultats, parce que regardez, il y avait ce petit retour sur cette zone de polarité. On voyait bien que le Nasdaq n'arrivait plus à progresser. Et puis, quand il y a eu le premier test de cette zone à 6000 points, bien finalement la réaction a été très timide. Regardez, le lendemain, on a refait une bougie noire derrière. Et puis, évidemment, il y a eu les publications de résultats et ça a de nouveau changé la donne puisque finalement la tendance qui était haussière sur le Nasdaq a été confirmée. Alors j'aimerais quand même porter à votre attention que si on parle de tendance haussière indéniable, puisque l'indice fait un nouveau plus haut historique, c'est une tendance qui est lente, qui est molle. Pourquoi? D'abord vous voyez ici le mouvement directionnel qui est toujours sur des zones très basses, autrement dit ça manque de puissance, et puis on a un RSI qui est effectivement, même s'il est toujours haussier, qui a fait une petite incursion sous les 50, autrement dit ça nous montre que si le Nasdaq continue de progresser, eh bien il y a quand même une petite lourdeur qui vient se mettre de manière assez subtile sur le marché et par conséquent je ne serais pas étonné de voir une petite correction se mettre en place, d'autant plus que comme Denis le soulignait, on est quand même sur des niveaux stratosphériques. Alors le niveau qui est important, c'est celui qui invalide la tendance haussière de court terme. Et ce niveau, il est donc sous 6000 points. On a ouvert un gap haussier. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone de support, au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes, et bien même si c'est lent, ça reste néanmoins haussier. Et donc, on accompagne, comme à notre habitude, la tendance que nous analysons. Et là, en l'occurrence, c'est une tendance qui est haussière. Donc, on choisit un Turbo Infini Best Call de code 60A0B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Turbo Infini Best Call avec le code 60A0B sur le Nasdaq 100 qui a ce matin un effet de levier de 16,85. Son prix d'exercice et aussi sa période désactivante sont à 5898,424 et son prix ce matin de 3,18 € pour un Nasdaq 100 à 6227,59. Voilà,
on continue avec Denis et le bilan de la semaine, avec une réforme fiscale, non? Oui, attention quand même, effectivement, tout a l'air d'aller très très bien, à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis. Attention quand même, parce qu'en ligne de mire, il y a deux éléments qui sont importants et qu'on va suivre de très près. Deux événements qui sont américains. Il s'agit bien entendu, de la réforme fiscale promise par Donald Trump, vous le disiez à l'instant, Falco. Elle a du mal à se mettre en place, mais étape par étape, on a l'impression que ça devient possible. Petite frayeur quand même encore hier, parce que des informations ont circulé comme quoi les baisses d'impôts ne seraient que graduelles et étalées sur 5 ans. Alors ça n'a pas beaucoup plu, en tout cas hier, temporairement en tout cas sur les marchés, il n'y a aucune certitude. Cependant, et attention aussi au deuxième élément qui est le choix, maintenant on en parlait tout à l'heure, Janet Yellen, donc le choix du successeur de Janet Yellen à la tête de la Fed, annoncé a priori aussi cette semaine. C'est pour le moment le gouverneur Jérôme Powell qui tient la corde. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour les marchés parce qu'il a quand même une réputation de s'inscrire en tout cas dans la lignée de la politique de Janet Yellen et avoir une approche plutôt accommodante. Donc en tout cas ce serait plutôt assez bien apprécié, pas de panique en tout cas si Jérôme Powell vient remplacer Janet Yellen. Mais en tout cas, ça aura peut-être un impact sur les indices, mais aussi très certainement, plus encore, sur les devises et l'euro-dollar. Parfait, donc on va regarder l'euro-dollar avec Laurent. Oui, on regarde l'euro-dollar comme nous l'avons fait la semaine dernière. Nous avions déjà une stratégie la semaine dernière qui était vendeuse. Le produit que nous avons recommandé s'est apprécié d'environ 20% et on reste vendeur sur l'euro-dollar parce que autant la semaine dernière on anticipait une figure de retournement avec une tête-épaule que je vous ai dessinée à l'écran. Cette fois-ci, elle est bien validée, cette tête-épaule. Regardez, la ligne de coup à 1,1660 a été enfoncée. Autrement dit, on a un euro maintenant qui présente une séquence qui est baissière avec, regardez ici, je vais zoomer un tout petit peu rapidement pour vous montrer ces creux qui sont tous baissiers et ces sommets qui le sont également. Autrement dit, un euro qui est maintenant dans une phase de dépréciation face au dollar. Tant qu'on reste sous le premier niveau de résistance à 1,1880, on garde ce biais baissier pour l'euro. Alors il pourrait tout à fait y avoir une petite réincursion au-dessus de la ligne de coup. Pas d'inquiétude, si c'est ce qui se passe, eh bien ça sera une occasion à un meilleur prix de shorter l'euro. Et donc si on arrive à retourner, vous voyez, sur cette zone des 1,1750, 1,1760, on pourrait tout à fait repasser vendeur. Alors si c'est ce que nous avons le désir de faire, eh bien j'ai le produit qui va bien avec Falco, c'est le VY20B, c'est un varant et évidemment il est put. Super, merci beaucoup Laurent. Donc c'est un varant put sur l'euro-dollar VY20B qui a un effet de levier de 28,44, une échéance de 16 mars 2018, un prix d'exercice à 1,13 et son prix de vente ce matin 78 centimes pour l'euro-dollar à 1,1636. Et voilà, c'était déjà tout pour le bilan de la semaine. On va passer à notre prochaine rubrique, c'est les tops et les flops. Alors Denis, quels sont les tops et les flops, surtout les tops? Oui, mais il y en a beaucoup cette semaine. J'en ai mis d'ailleurs 4 et 4. Vous avez vu, j'ai agrandi un petit peu la liste par rapport à. J'ai triché un petit peu avec vos slides. Vous l'avez pas de souci. On commence avec ST Microelectronics. En fait, la plupart sont liés aux résultats de la semaine dernière. Et il y en a eu beaucoup. Voilà pourquoi je me suis permis d'en rajouter un petit dernier à chaque fois. ST Microelectronics, plus 18% la semaine dernière, plus 11% le jour de la publication. C'est une vraie révélation pour cette dernière recrue du CAC 40. On se souvient, dernière composante à être rentrée dans l'indice, des chiffres supérieurs aux attentes au troisième trimestre. On attend une nouvelle accélération a priori en fin d'année. Bref, tout va bien. Indicateur au vert pour ST Micro. Technip FMC, on en parle assez souvent, mais souvent avec une couleur rouge. C'est vrai qu'elle nous habituait plutôt à des déceptions. C'est rare pour cette parapétrolière aujourd'hui de réagir aussi bien. En fait, on doit tout simplement au fait qu'elle a tellement baissé que, en l'absence de mauvaises nouvelles, on monte. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. D'autant que là, les objectifs seront légèrement révisés à la hausse pour 2017, malgré un troisième trimestre qui reste encore compliqué. On attend aussi des nouveaux contrats signés en cette fin d'année ainsi qu'en 2018. Kering, plus 10% sur la semaine. Là en revanche, c'est une confirmation d'une bonne tendance grâce à une accélération de la croissance pour la marque phare Gucci qui représente plus de 70% du profit opérationnel du groupe. C'est 49% de croissance notamment pour la marque grâce au succès rencontré auprès des gens comme vous, des millennials, ceux qui sont nés entre 88 et 2000.
2000, ces jeunes nés donc et qui représentent 50% des ventes c'est de gentil, c'est Gucci. gentil, merci. Enfin, Airbus également dans les tops cette semaine. C'était avant les chiffres trimestriels de ce matin qui ont été très bien accueillis, donc ça confirme la tendance. Il faut y voir certainement la parité euro-dollar, mais aussi les effets des bons résultats publiés par United Technologies la semaine dernière, United Airlines pardon, la semaine dernière, qui a tiré en fait l'ensemble du secteur. Merci beaucoup Denis. Donc on va regarder Airbus notamment ensemble avec Laurent. Donc Airbus plus 7,2 en fait. Effectivement, alors on regarde Airbus cette semaine parce que on est en présence d'un titre qui est extrêmement fort, hein, qui fait des plus hauts historiques. On a déjà payé Airbus fin septembre, notre call il a fait 100% et je pense qu'on a encore de la marge de progression sur le titre, donc on peut toujours s'intéresser à cette très belle valeur. Alors c'est vrai qu'elle est elle aussi sur des niveaux qui sont élevés, mais enfin bon, on a quand même d'un point de vue technique un sommet qui vient d'être mis en place. On a des moyennes mobiles 20 et 50 qui sont en train de s'écarter. Autrement dit, on a un momentum de court terme qui est en train de se renforcer. On a un mouvement directionnel qui lui aussi montre qu'on a de la force et des investisseurs qui sont particulièrement intéressés, qui entourent le titre. Et par conséquent, je pense que c'est toujours intéressant de considérer l'établissement d'une position acheteuse sur le titre. Alors comme il a beaucoup monté malgré tout depuis 15 jours, on pourrait peut-être essayer de jouer un repli, c'est-à-dire que si on avait la chance, mais alors vu les résultats qui ont été bons ce matin, on a des opérateurs qui se sont empressés de revenir sur le titre. Alors je ne sais pas si ce pullback aura bien lieu, donc deux stratégies. Soit on paye maintenant et on joue et on s'inscrit dans une logique de momentum, c'est-à-dire qu'on paye la force qui est actuellement sur Airbus, on vise 95 €, ou alors on essaye de payer un petit peu moins cher. Et dans ce cas-là, si on retournait dans cette zone autour des 81, 82 € sur un pullback, eh bien on pourrait se porter acquéreur. Donc voilà, vous avez le choix sur la manière d'opérer sur le titre. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il faut se positionner à l'achat sur Airbus ou ne rien faire, mais en tout cas, surtout pas vendre. Et donc, dans le contexte de cette stratégie haussière, nous avons choisi un Varan Call de code ZF54B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call avec le code ZF54B qui a ce matin un levier de 7,92, une échéance de 16 mars 2018, son prix d'exercice de 90 €, pardon. Son prix de vente 2,41 € et son pour Airbus à 86,90. Voilà, donc ça c'était les tops. Et quels sont les flops, Denis? Les flops, Nokia, moins 18%, c'est le gadin de la semaine, une nouvelle déception, pas forcément sur les résultats du troisième trimestre, qui ont d'ailleurs été un petit peu supérieurs aux attentes, mais pour le sombre tableau dressé par le groupe sur ses différents marchés pour les prochains trimestres, ça n'a pas plu du tout. Alors qu'on croyait à un vrai redressement du groupe. Eutelsat, opérateur de satellite, cette fois qui a plongé après un avertissement sur chiffre d'affaires, ça fait très mal, moins 9% sur la semaine et moins 15% maintenant sur un mois. Valeo, c'est une star dont on parlait assez régulièrement dans cette émission, mais là c'est moins 3,5% en tout cas, à la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Le symbole en tout cas d'un secteur automobile qui est un petit peu moins fort actuellement, hein, donc faut pas trop en demander, d'autant que Valeo c'est quand même une superbe performance au cours de ces 3 ou 5 dernières années, donc il y a un moment où tout ça ralentit, c'est le moment pour Valeo, mais ça reste quand même une valeur très équilibrée et certainement la meilleure valeur du secteur selon moi. Enfin Thales, là c'est pas dû en fait au résultat, c'est un effet one shot on va dire, qui avec Dassault Aviation et Safran ont été condamnés à payer 227 millions € à Taïwan dans le cadre d'un différend commercial qui datait de 1992. En tout cas, maintenant, c'est réglé. On est tranquille. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Donc, Thales, moins 3%. Oui. Laurent, qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait? Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut essayer de la vendre, Thales, parce que si effectivement il y a une mauvaise nouvelle récemment, il faut quand même constater que le titre baisse depuis le mois de juin et qu'il est mal orienté avec une séquence baissière qui s'est faite en 3 temps. D'abord, une impulsion donc baissière à partir de ces sommets à 100 €, une consolidation latérale qui a duré plusieurs mois, et puis là, on a vraiment une très très forte impulsion baissière à partir de cette zone des 96
13 € et le titre va avoir du mal à se relever après cette accélération parce qu'il y a vraiment maintenant une détérioration technique très significative. Alors là encore, ce qu'il faut viser, c'est le prochain niveau de support autour de 86,48, 86 €. C'est vrai qu'on a beaucoup baissé. Ce qu'on peut faire, c'est attendre l'arrivée d'une respiration. Typiquement, en zoomant un petit peu pour vous montrer le prix, si on avait encore une fois la chance de retourner sur cette zone de support qui deviendrait donc potentiellement résistance avec l'ouverture de ce petit cap baissier un petit peu au-dessus de 92, et bien ça serait une formidable opportunité de rentrer à la vente sur Thales et de viser les 87 €. Alors vous le voyez, juste pour conclure, on a ici un indicateur de mouvement directionnel, ça donne un petit peu la puissance qu'il y a sur le marché dans une direction haussière ou baissière, en l'occurrence ici baissière, qui est en pleine accélération. Autrement dit, je ne m'attends pas du tout à ce que Thales puisse récupérer, remonter et réintégrer cette zone de trading range préalable entre 93 et 97. Donc Falco, on est vendeur sur le titre et on s'attend maintenant à voir une dépréciation arriver, plutôt continuer. On joue le repli ou on rentre maintenant, c'est à vous de voir. En tout cas, on choisit nous un turbo put infini de code 40 AQB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur Thales un turbo put infini 40 AQB qui a actuellement un effet de levier de 7,67. Son niveau de financement est de 101,1917 et son BAYA désactivante 95,12. Voilà, et tout ça pour un prix de vente à 1,18 € pour Thales à 89,485. Voilà, et maintenant on va pas passer à une nouvelle rubrique, mais on va annoncer quelque chose de très très sympa. En fait, on va annoncer le gagnant de notre jeu d'investisseurs. En fait, vous savez très bien que chaque semaine, chaque mardi, on vous demande de choisir le produit de la semaine pour vous et de bien mettre le code ISIN du produit ou le code mnémonique sur notre site d'internet. Vous trouvez le lien dans l'email qui était envoyé à vous ce matin. Et nous, on va regarder la semaine prochaine, lundi soir, comment votre produit s'est développé. Et on va donner une superbe tasse, vous voyez très bien, cette belle tasse 100% marché, investir sur la semaine, à celui qui a choisi le meilleur produit avec la meilleure performance, en fait, le meilleur rendement pour toute cette semaine. Et Laurent, c'était quoi cette semaine en fait? Qui a gagné cette semaine? Et bien cette semaine, Falco, c'est Emric. Emric. Qui est normand, a priori. Il habite dans le 27, Emric, pardon. Et il a fait un très beau trade sur le CAC 40. Un trade qui était finalement assez conforme à ce qu'on dit sur ce plateau. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la tendance Emric. Il a, vous le voyez, dès qu'il a constaté que cette moyenne mobile à 20 périodes venait arbitrer les creux et que le CAC repartait dans le sens de la tendance, il n'a pas été contrarié, mais au contraire, il s'est glissé dans ce mouvement qui reprenait donc de l'essor. Et donc, il est rentré avant la réunion de la BCE. Et il a donc, pour accompagner ce CAC 40, choisi un Varan Call, évidemment de code ZF22B. Et ce Varan, tenez-vous bien, ça a permis à Emric de faire une performance de 135% en 5 jours. Donc bravo, parce que le Varan était bien choisi, la stratégie était bonne et l'exécution parfaite. Donc Emric, chapeau bas, vous avez bien gagné votre tasse cette semaine. C'est parfait. Donc Emric, il a acheté pour 17 centimes et vendu pour 40 centimes. Donc voilà, cette tasse, elle est bien méritée. On va tout de suite donner à la poste. Elle va être chez vous bientôt. Donc merci beaucoup Emric d'avoir choisi ce bon produit et merci à Laurent d'avoir expliqué la stratégie. Donc on va passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle le Focus. Alors Denis, j'ai un peu peur maintenant parce qu'on va faire un focus Halloween. Donc oui. On n'a pas vu on n'a pas fait une grosse mise en scène, mais non, ça nous suffit amplement. C'est bon, c'est improvisé. On a bien compris que c'était Halloween aujourd'hui, en pleine actualité. C'était l'occasion en tout cas voilà, de faire un peu le point sur ces actions qui peuvent faire peur aux investisseurs en bourse. Attention.
Donc qui dit effectivement avoir peur en bourse, c'est quoi? On n'a pas peur, on a peur de quoi? Certainement pas d'une hausse, mais en tout cas d'une chute en bourse. Donc ce sont ces valeurs qu'on peut estimer être dangereuses. Ou alors on a peur de perdre de l'argent. Ou on a peur de perdre de l'argent, effectivement, et on loupe parfois aussi quelques occasions. Mais en tout cas, ce sont celles qui, en tout cas, peuvent faire peur au marché. Alors j'ai essayé de les classer en plusieurs thématiques différentes. La première, effectivement, ce sont celles qui font des alertes profit warning, revenue warning, on dit ça, qui en ont fait peut-être une simplement, mais ou qui sont habitués sur le long terme à en faire. Alors, bien sûr, on peut commencer. On était habitué à voir Zodiac Aerospace. À chaque fois qu'il y avait une publication, il y avait quasiment une alerte sur le résultat. Bon, c'est terminé maintenant, d'autant que c'est le cours, l'action est l'entreprise est en cours de rapprochement avec Safran. En revanche, souvenez-vous, on a quand même été bien touché par Carrefour durant l'été avec cette alerte qu'on n'attendait pas quand même pas à ce point-là, et donc on avait quand même terminé à du moins 15 en une journée sur Carrefour, ce qui est assez rare. Attention aussi globalement, voilà pourquoi j'ai mis Casino, parce que attention à l'offensive d'Amazon dans le secteur de la distribution. On pourrait avoir en tout cas des surprises, mauvaises surprises en tout cas pour les autres acteurs en tout cas du secteur de la distribution au cours des prochains trimestres, mais pas d'alerte en tout cas du point de vue de Casino. BIC, autre habitué, là aussi des déceptions, beaucoup d'alertes sur résultats, d'alertes sur la croissance pour ce fabricant de stylos et de briquets qui pourtant a longtemps été à des niveaux de record historiques. Donc voilà, il y a une grosse panne en tout cas de la part de BIC pour le moment. Publicis, alors là c'est un habitué, des bonnes réactions ou des mauvaises réactions. Il n'y a quasiment pas de juste milieu en tout cas pour Publicis, mais en tout cas la dernière a été mauvaise. On a fait du -5, -6 assez rapidement dans la journée avec une croissance qui est insuffisante pour le moment pour le marché, et donc des trimestriels qui ont été sanctionnés en bourse. Gemalto, là aussi un habitué en tout cas des profit warning, spécialiste des solutions de sécurité numérique. Enfin, quand on descend un petit peu dans le classement, en tout cas des KPI, EDF, qui vient encore de réviser ses prévisions à la baisse à cause de problèmes sur sa centrale nucléaire du Tricastin. Et puis le laboratoire Virbac, toujours empêtré dans ses difficultés avec sa filiale américaine. Voilà en tout cas pour les habitués ou récents acteurs émetteurs de profit warning, en tout cas, ou revenu warning. Alors, juste une petite incursion par rapport aux propos tenus par Denis, parce qu'effectivement, moi aussi, en regardant ces valeurs, j'ai eu peur. Et pourquoi j'ai eu peur? J'ai pas eu peur parce qu'elle baissait, parce que finalement, un titre qui baisse, c'est une aubaine. On achète un put, un turbo put ou un var en put, et tout va bien. Pourquoi j'ai eu peur? J'ai eu peur parce que dans certains cas, ça a tellement baissé qu'on ne sait absolument plus ce que ça peut faire. Et on va regarder ensemble rapidement Gemalto, parce que ça illustre parfaitement. Regardez cette valeur. Alors d'abord des gaps absolument partout. Je vous rappelle quand même qu'on était à 60 $, à 60 euros pardon, il y a 6 mois. On est presque allé tester la zone des 30 €, autrement dit une chute absolument vertigineuse. Et regardez, quand on zoome, alors c'est vrai qu'on est effectivement en présence d'un titre qui se ressaisit, mais on ne sait absolument pas si ce gap haussier préfigure d'une continuation haussière vers 38 ou si au contraire on va rebaisser tout de suite. Autrement dit, on est sur un titre qui est extrêmement volatile. On est très loin du stop puisqu'il est à 31. On est très loin de l'objectif. On est un petit peu au milieu de nulle part. Donc quand on voit ça sur Gemalto, eh bien surtout on s'en va, on ferme notre écran, on va voir autre chose. En tout cas, on ne fait rien. Et donc c'est typiquement le genre de valeurs qui font peur parce qu'elles sont très volatiles, parce que si on veut vendre et s'inscrire dans la tendance, on n'est pas sur le niveau, et si on veut acheter, on est beaucoup trop loin du stop, donc on ne sait plus quoi faire. C'est trop tôt pour acheter, c'est trop tard pour vendre. Donc voilà, un exemple assez caractéristique de ces valeurs qui sont malmenées par les investisseurs et qui sont par conséquent plutôt à éviter pour le moment. Si on a 2 minutes, Falco, je remontre très rapidement ArcelorMittal, parce que là pour le coup on est dans une configuration tout à fait différente. Alors pourquoi j'ai peur quand je regarde ArcelorMittal? Parce qu'elle a pris 20% depuis la mi-septembre, c'est beaucoup. Elle est proche d'une résistance, elle est loin du stop. Donc proposer une idée de trading quand un titre a monté comme ça et que par ailleurs il est aussi loin de son stop et proche de l'objectif, on n'a pas vraiment de timing. Donc vous voyez des titres qui bougent beaucoup à la hausse ou à la baisse.
Et donc on essaye plutôt de faire des recommandations, de trouver des idées sur des titres qui sont encore proches des stops pour minimiser le risque. Et c'est pas du tout le cas ni d'Arcelor ni de Gemalto. Et c'est la raison pour laquelle sur tous ces titres qui font peur, je me suis bien gardé de faire des propositions parce que ça peut faire très mal. Merci beaucoup Laurent. Donc on continue avec Denis, les valeurs qui font peur. On a déjà, Arcelor, on a déjà fait, non? Ah oui, Arcelor et Eramet, c'est vrai qu'on en parle en fait très régulièrement. Voilà pourquoi d'ailleurs elles font partie des top flops assez régulièrement. Une extrême volatilité en tout cas pour ces valeurs liées aux matières premières. Autre secteur difficile, le pétrole et plus encore les valeurs parapétrolières. On va dire que c'est du levier par rapport aux compagnies pétrolières. Ce sont ces entreprises qui sont donc sensibles et sujettes à l'évolution des investissements de la part des compagnies pétrolières. On pense à Vallourec, alors avec la récente chute, là on s'est repris naturellement, mais on a eu une dégringolade des cours du pétrole qui a été terrible en tout cas pour ces valeurs. On pense à Vallourec, fabricant de tubes sans soudure, qui revient de très loin mais qui connaît actuellement un beau rétablissement. C'est plus compliqué pour le fabricant de membranes de GNL, pour les méthaniers GTT, qui a connu une chute de ses commandes et s'en est toujours pas remis pour l'instant. Enfin, CGG au bord du gouffre, qui est en pleine opération sauvetage. On termine par les mariages difficiles. Il y a assez peu de mariages finalement en bourse qui ont réussi au cours de ces dernières années. On pense naturellement à Technip FMC, on en a encore parlé tout à l'heure. C'est un mariage difficile en tout cas dans les parapétrolières. Aussi Lafarge-Holcim. Les débuts ont été difficiles. On a commencé en plus ensuite à remonter sur le titre, mais la semaine dernière, déception, révision à la baisse des prévisions annuelles. Donc là ici on retrouve encore cette difficulté en tout cas dans l'union des deux entreprises. Enfin Nokia dont on vient parler là aussi dans nos flops qui je vous rappelle avait absorbé Alcatel-Lucent. Comme quoi c'est un bel exemple que 1 plus 1 ça ne fait pas 2 et là 1 plus 1 ça ne fait même pas 1. Oh là là. Bon, pas bien. Alors donc ça c'était le focus Halloween. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup Laurent. Donc on va continuer avec notre prochaine rubrique à ne pas manquer. Alors Denis, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manquer la semaine prochaine? Beaucoup de choses cette semaine, vous le voyez, avec un gros programme de politique monétaire. Banque du Japon, on l'a eu ce matin, aucune action de la part de la Banque du Japon. Demain soir, réunion de la Fed et décision de la Fed. Là aussi, on attend plutôt un statu quo. En revanche, il pourrait se passer quelque chose avec la Banque d'Angleterre jeudi, avec une possible hausse des taux d'intérêt. Zone euro, inflation et PIB du troisième trimestre. On a eu le PIB ce matin, on en a parlé, un peu meilleur que prévu, plus 0,6% par rapport à 0,5% et c'est dans la lignée du deuxième trimestre. États-Unis, l'ISM manufacturier et des services pour le mois d'octobre, les stocks pétroliers, c'est le mercredi donc à 16h30 comme toutes les semaines, les commandes de biens durables pour le mois de septembre et surtout les chiffres du chômage donc 14h30 vendredi. Attention, il pourrait aussi y avoir un contre-effet en tout cas des intempéries qu'il y a eu aux États-Unis, déception donc avec des destructions d'emplois il y a un mois. On pourra là avoir un beau rebond avec plus de 300 000 créations d'emplois attendues. En Chine, non, les fermés ne sont pas marchés pour la semaine en or, puisque c'était il y a 15 jours. Donc en Chine, ce sont les PMI d'octobre voilà, qui sont attendus cette semaine. C'est ma faute pour le slide, je suis désolé. Bon, très bien. Donc, et pour les entreprises? Entreprises, donc on a eu ce matin Airbus et BNP Paribas. On aura encore 4 autres composantes du CAC 40, AXA, L'Oréal, Sanofi. On terminera vendredi par Société Générale. Hors CAC 40, Zodiac Aerospace, c'était hier. SEB et TF1, c'était aussi hier. Air France, KLM, attendu un peu plus tard dans la semaine. À l'international, on regardera surtout, vous voyez, Facebook et Apple. Ce sont les deux GAFAM qui manquent en tout cas au tableau. On espère qu'il y aura la même réaction en bourse, mais aussi Mastercard, Pfizer, Kraft, Dow Dupont, Crédit Suisse, Starbucks et Royal Dutch Shell. Voilà pour être complet sur le tableau international. Super, merci beaucoup Denis. Donc voilà, c'était déjà notre émission 100% marché d'aujourd'hui. Il me reste à vous donner les rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc on a le 2 novembre, jeudi cette semaine en fait, à 18h, notre webinaire revue technique avec Laurent Albi. Cette semaine, donc jeudi 18h, et aussi mardi prochain, le 7 novembre à midi, notre prochaine émission 100% marché. Et voilà, donc il me reste juste à dire merci Denis d'avoir été avec nous et d'avoir présenté tous les bons sujets. Et merci Laurent pour toutes ces analyses aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous dans le studio, non pas dans le studio mais chez vous, avec nous par la télé en fait. Donc merci, bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir.